Bonjour à tous. Merci Stéphane pour l'introduction. Sujet passionnant qu'on va aborder là pour commencer, le sujet du e-commerce dans le B2B, les tendances. Qu'est-ce qui vient révolutionner en ce moment ce sujet? De quoi est-ce qu'on se parle? Et pour ce faire, on a un beau collège d'entreprises différentes qui vont nous amener chacun des retours d'expérience assez variés. Donc on a le plaisir d'avoir Nathalie Chapuzot de Raja, Olivier Cianelli du groupe Sonépar, Mélissa Essanguet d'Amazon Business et enfin Fabrice Bonnet de Grand Moulin de Paris. Donc merci déjà à vous quatre de nous accompagner sur cette table ronde et de nous partager vos retours d'expérience sur ce sujet qui est le e-commerce dans le B2B. Je vous laisserai vous introduire après et partager bien sûr vos enjeux. Je voulais juste donner un petit mot d'introduction finalement sur ce sujet avant qu'on bascule dans le cœur de la chose. Je me présente également aussi. Donc moi, Louis Dechy, je suis partenaire chez Converteo. Converteo, qu'est-ce qu'on fait concrètement dans le B2B? En fait, on accompagne des acteurs majeurs sur leur direction commerciale et leur direction digitale sur des sujets de digitalisation et de dataification. Donc concrètement, par exemple, dataification de la fonction pricing, digitalisation des processus commerciaux. Et donc on accompagne ces transformations, que ce soit de la phase de stratégie à la phase d'opération pour des grands groupes. Donc quelques références qu'on mettait, des Michelin, Colas, Saint-Gobain, Savencia, etc. Avant de rentrer dans les enjeux, je voulais poser quand même quelques éléments pour se mettre un peu dans le bain et donner quelques tendances. La première chose que je voulais partager, c'est de dire que en fait, aujourd'hui, ce sujet d'e-commerce B2B, on en est plutôt dans une phase d'accélération, de transformation, d'optimisation, plutôt que dans un sujet de lancement. Alors bien sûr, ça dépend des interlocuteurs, des entreprises et de leur maturité. En tout cas, nous, chez Converteo, ce qu'on voit versus il y a 3 à 5 ans, c'est que la majorité de nos projets aujourd'hui sont des projets d'optimisation, des projets d'accélération, et moins des projets de réflexion sur est-ce que je dois y aller et comment je dois y aller. Donc ça, c'est la première chose, c'est qu'en fait, on est dans un sujet où on est aujourd'hui dans la phase d'accélération et la phase d'optimisation. La deuxième tendance que je voulais partager, c'est que on a face à nous en fait des clients dans le B2B qui à la fois attendent de la simplicité, qui attendent certainement des réflexes, des choses qu'ils voient dans leur contexte B2C d'acheteurs sur les sites. Mais pour autant, on est quand même sur quelque chose qui est très différent du B2C, notamment sur les sujets de pricing, sur les sujets de services qu'on doit apporter à nos clients, sur les parcours. Et donc en fait, la dualité aujourd'hui du e-commerce en B2B, c'est de prendre en compte le fait qu'on a des acheteurs qui ont des besoins qui se rapprochent parfois des tendances B2C, mais pour autant sur des sujets assez différents. Et la dernière chose que je voulais partager, on n'y échappera pas. Je pense que c'est le thème de toutes les conférences depuis 2 ans. Et d'ailleurs, les interlocuteurs nous partageront leur vision. Il y a l'IA qui vient bouleverser tout ça. L'IA, aujourd'hui, elle vient transformer toutes les fonctions dans l'entreprise. Et la fonction e-commerce dans le B2B, elle n'y échappe pas. Et on verra via des cas d'usage que nous présenteront les différentes personnes quelques éléments là-dessus. Pour terminer, je dirais juste que là, on va parcourir ce sujet-là et qui est un sujet de digitalisation. Cette digitalisation, elle peut, et donc ces parcours-là peuvent se faire de manière directe. C'est-à-dire qu'en fait, on va aller vendre à nos clients directement via la voie du digital. Mais n'oublions pas que, encore beaucoup, elle se fait de manière indirecte. Et qu'en fait, la digitalisation et le e-commerce dans le B2B, c'est aussi augmenter la force commerciale via du digital. Voilà pour l'intro. On pose un peu le débat passionnant. Et donc là, maintenant, via cette table ronde, on va parcourir différents sujets, les sujets de service, les défis techniques, le défi technique de l'e-commerce en B2B, le défi aussi des compétences qui sont clés. Et peut-être pour commencer, je vais donner la parole à Olivier. Olivier, est-ce que peut-être vous présenter aussi, reparler un peu de Sonépar et puis nous dire finalement quels sont vos enjeux actuels, où vous en êtes dans cette aventure de e-commerce dans le B2B et je pense que ça passe beaucoup par l'expérience servicielle aussi sur la plateforme de Sonépar. Très bien. Bonjour à toutes et à tous. Et puis déjà merci pour l'organisation de cette journée. C'est toujours un plaisir d'être parmi vous.
Pour démarrer, peut-être quelques mots sur Sonepar. Donc Sonepar qui distribue du matériel électrique et les solutions associées dans plus d'une quarantaine de pays dans le monde. Donc un groupe 100% familial, il faut le rappeler, qui existe depuis maintenant 55 ans et qui opère donc essentiellement en Europe, en Amérique Nord et Sud et également en Asie-Pacifique. Nous avons la chance d'être sur un marché un peu plus résilient que d'autres en ce moment, dans ces temps difficiles. Et pour autant, on a des réflexions sur tous les sujets, toutes les innovations qui vont être traitées au cours de cette belle journée. Et puis en ce qui me concerne, moi je suis en charge du commerce pour la France, donc c'est le réseau de vente avec ses canaux et surtout ses équipes, ses hommes, ses femmes, c'est un peu plus de 3000 personnes sur le territoire. Alors la question du coup, les services. C'est ça. La première question, c'est est-ce que finalement, Olivier, vous pouvez nous dire un petit peu la stratégie e-commerce qui a été mise en place par Sonepar et particulièrement en quoi c'est aussi une stratégie de service? Donc quand on parle si déjà on compare le monde du B2C et du B2B, moi ce que je dis souvent, c'est que c'est essentiellement la richesse et la profondeur du parcours client qui diffèrent. Dans le B2C, au-delà de tout l'imaginaire qui peut être créé au travers des marques, on est essentiellement sur un parcours client très centré sur la transaction. C'est un moment court qui se répète beaucoup de fois, on l'espère, mais qui est court. Dans le B2B, et c'est aussi pour ça qu'on aime ces métiers et les environnements associés, c'est que le parcours avec le client, il est très long. On peut dire qu'il démarre au début de la création de l'entreprise du client et ça s'arrête lors de la transmission, hein, on espère quand ça se passe bien. Et là, il faut accompagner le client dans son évolution, parfois dans les recrutements, dans ses propres recrutements, dans sa formation, évidemment sur des choses basiques du métier, dans la livraison. Mais ça nous laisse finalement les coups des franches et un champ des possibles presque infini pour créer des nouveaux services et se différencier et apporter de l'innovation. Ce qu'on pourrait dire de façon assez triviale, c'est que finalement dans notre monde, le service, c'est un petit peu une arme anti-complexité pour nos clients qui évoluent dans un monde de plus en plus technique et de plus en plus réglementé. Donc dans le secteur du matériel électrique, il y a effectivement des normes, des besoins de formation. Nos clients ont besoin d'avoir les données carbone de chaque produit qui est vendu et qui vient dans le panier du client. Et nous essayons de leur apporter tous ces sujets-là. Je vais prendre juste un exemple. On a lancé un service récemment avec un partenaire fabricant, je vais le citer, hein, il s'agit d'un fabricant de câbles qui s'appelle Nexans. Avec Nexans, on a mis en place des bornes physiques dans nos agences qui permettent à nos clients électriciens de venir rapporter les chutes de câbles. Le câble, ça a une valeur, il y a du cuivre, et le cuivre a une valeur forte. Et donc ça permet, via ces bornes qui sont connectées à nos outils, avec le cours du cuivre qui change quasiment quotidiennement, ça permet à notre client de venir à l'agence, comme il le fait, on espère, tous les jours, de peser ses chutes de câbles et d'obtenir un avoir pour son prochain achat. Donc il y a toute une dimension de monétisation. Et on est vraiment sur un service qui est à la fois numérique, qui est physique et qui permet de conjuguer le meilleur des deux mondes en donnant une raison de plus pour le client de revenir à l'agence. Donc je vous ai cité un exemple, je pourrais vous en donner beaucoup d'autres. Mais c'est effectivement le meilleur moyen, le service, de fidéliser le client et de se différencier des gens qui font un petit peu comme nous. En effet, je pense que des services, on va en parcourir au travers des différents tours d'expérience. Et peut-être pour poursuivre avec vous, Nathalie, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vous, un peu de Raja et aussi de où vous en êtes justement sur cette transformation et peut-être aussi aborder le sujet des services comme Olivier. Ouais. Bonjour à tous. Le groupe Raja, et je fais toujours la petite blagounette, qui sait ce que veut dire Raja et pourquoi Raja, qui n'est pas effectivement une entreprise indienne, mais donc Raja, c'est l'acronyme de Rachel et Janine, qui sont donc les deux femmes fondatrices de l'entreprise. Et donc, comme on a fêté cette année nos 70 ans, puisque l'entreprise a été créée par Rachel et Janine, anniversaire. merci, en 1954, il faut savoir que c'est aujourd'hui toujours une entreprise familiale et que notre CEO est la fille de Rachel,
Et donc, on est dans cette continuité de l'entreprise à travers les femmes, sujet qui nous tient beaucoup à cœur dans le groupe. Raja, aujourd'hui, c'est 1,7 milliard. Et l'activité, en fait, se sépare en 2 gros ensembles verticaux. L'activité packaging et plus récemment, l'activité Office, qui est liée à des acquisitions que nous avons faites, mais toujours avec la même constante, un modèle essentiellement online, avec la vente par catalogue au début, hein, puisqu'on était effectivement sur un mode à distance par catalogue. Et puis, bien sûr, et on va fêter nos 25 ans d'Internet l'année prochaine, puisque notre premier site date de l'année 2000. Et donc, aujourd'hui, on est sur un modèle complètement multicanal avec cette dominante online. Mais néanmoins, et c'est ça qui est intéressant dans nos sujets d'expérience client ou de service, c'est comment cette relation client, on la crée à la fois sur le digital et sur l'humain. Et la proximité humaine nous tient beaucoup à cœur parce que moi, je suis absolument convaincue qu'il n'y a pas d'IA et qu'il n'y a pas de digital s'il n'y a pas d'humain. Et donc, c'est ce qu'on essaye effectivement de construire comme relation avec nos clients. Et ça, en fait, sur une vingtaine de pays en Europe, puisqu'on est effectivement, notre territoire, c'est l'Europe, avec 45 sites Internet. Et donc, c'est toute cette machine Internet qu'il faut gérer au quotidien. Et une conviction qu'on a depuis le début d'Internet, ouverture après ouverture de pays, d'avoir une plateforme unifiée ou unique qui nous permet en fait de faire les développements pour tous nos pays en une fois. Et ça, je le souligne aussi parce que je vois des gens que je connais aussi dans la salle, avec un partenariat très fort, une fidélité très forte avec tous ceux qui nous accompagnent sur cette partie technologique depuis plusieurs années. Et je crois beaucoup aussi à la fidélité de nos partenaires et cette relation sur laquelle on capitalise et on grandit ensemble. Sur la partie service, puisque c'est la question, voilà. Je voudrais le recontextualiser parce que je pense que effectivement cette notion de service, on la travaille tous depuis des années. Néanmoins, ce qui a changé beaucoup aujourd'hui, c'est qu'on a affaire à des acheteurs qui sont de la génération Y ou les millennials, et ces acheteurs-là, ils sont nés avec ça dans la main, avec un desktop dans le sac à dos. Et donc, en fait, aujourd'hui, on a effectivement une pression liée à la rapidité du service qu'on apporte. Et aujourd'hui, un acheteur, il ne peut plus attendre 24 heures pour avoir un devis. Il faut qu'il l'ait dans les 2 heures. En fait, donc tout change en fait dans la capacité à livrer vite et rapidement et à pouvoir commander sur le site. Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on a une clientèle très variée, puisqu'en fait, on est sur des produits qui s'adressent à tout le monde. Donc, on doit répondre à la fois à un petit client qui a un besoin ponctuel ou occasionnel et à des gros clients ou des groupes internationaux à qui on doit adresser une offre spécifique au global sur l'ensemble des marchés sur lesquels ils sont présents. Merci. Et en effet, hyper intéressant cette stratégie de service. On y reviendra après. 25 ans en ligne, vous avez dû voir passer pas mal de transformations sur ces sujets. L'une d'entre elles a clairement été le sujet des marketplaces. Et ça me permet de faire la transition vers Mélissa, qui pour nous parler un peu du modèle marketplace, qui est finalement un autre modèle, puisque quand l'aventure d'aller en ligne peut se faire via une plateforme, un portail B2B, peut se faire via les marketplaces, peut se faire aussi via d'autres leviers. Et c'est peut-être l'occasion avec Mélissa de repréciser le sujet de la marketplace B2B et les enjeux qui vont avec. Bien sûr, avec plaisir. Donc moi, je suis directrice commerciale pour Amazon Business en France. Alors, qu'est-ce qu'Amazon Business ? On a l'habitude de dire que c'est Amazon pour les clients professionnels. Donc concrètement, c'est effectivement une marketplace, une place de marché réservée à nos clients
B2B. Donc concrètement, c'est plus de 350 millions de produits, avec une offre spécifique en termes de tarification, mais aussi en termes de profondeur d'offre pour les clients professionnels. Et ça va effectivement de tout ce que vous pouvez trouver sur Amazon jusqu'à des produits plus spécifiques comme on en parlait tout à l'heure, mais des pièces de rechange automobiles ou enfin, voilà, des produits extrêmement spécifiques. Aujourd'hui, je pense que c'est la slide d'après, mais aujourd'hui, nous, chez Amazon Business, on est présent partout dans le monde, mais en France en particulier, on travaille avec la plupart des entreprises du CAC 40, mais aussi avec des plus petites entreprises. Et effectivement, comme vous le précisez aussi pour Raja, nous, l'objectif, c'est de répondre à des besoins qui sont différents en fonction des typologies de clients qui sont différentes. Et je pense que la marketplace permet aussi cette flexibilité, d'adresser en fait à la fois la rapidité, à la fois la profondeur d'offre, mais à la fois aussi une spécialisation et une personnalisation en fait des outils d'achat. Donc voilà. On travaille d'ailleurs aussi avec le secteur public qui a des caractéristiques et des besoins qui sont différents, même que le secteur privé. Et sur la partie marketplace, pour répondre à votre question sur la spécificité des marketplaces, aujourd'hui, à mon sens, la marketplace, c'est vraiment la simplification des processus d'achat, dans le sens où ça permet de déléguer les achats de produits à plus faible valeur, par exemple, tout en optimisant les coûts, puisqu'il y a une concurrence et une mise en concurrence de facto des différents fournisseurs. Ça permet aussi aux acheteurs d'étendre et d'étoffer leur base fournisseur sans avoir à augmenter les coûts inhérents au référencement de ces fournisseurs en question, et d'avoir une maîtrise sur l'ensemble des achats qui sont effectués, y compris les achats de classe C, qui sont en général les achats sur lesquels on a moins de visibilité, parce que par essence, c'est beaucoup d'utilisateurs, beaucoup de notes de frais. Et ça donne de la visibilité. Et côté vendeur, parce que c'est quand même aussi important, ça simplifie quand même aussi l'accès à un grand nombre de clients et la gestion de son catalogue, de son offre, de sa tarification et donc de son canal de vente. Voilà. Donc, merci. Je vois que Fabrice est très d'accord avec ce que vous êtes en train de dire. Et Fabrice, vous êtes en plein dedans dans le sujet de la transformation marketplace chez Grand Moulin de Paris. Est-ce que vous pouvez nous en toucher quelques mots? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. Grand Moulin de Paris, déjà, c'est un meunier qui est centenaire, qui appartient à un groupe coopératif qui est français, qui est Vivesia. Et en fait, notre métier, c'est de sélectionner les meilleurs blés, en fait, 100% français, à travers nos 8 moulins, pour pouvoir en fait produire des farines et des mélanges meuniers pour la boulangerie artisanale, pour l'industrie agroalimentaire, pour la grande distribution, et aussi en France et à l'international. En B2B, on travaille sous la marque Grand Moulin de Paris. En B2C, on travaille sous la marque Francine, que vous connaissez tous. L'enjeu d'une entreprise traditionnelle, quand elle est dans une démarche de transformation, surtout si elle est centenaire, c'est de partir de son ADN. Et son ADN, c'est l'innovation, c'est être précurseur. D'avoir lancé le premier site e-commerce en 2019, ça, c'est un leadership qu'on souhaite avoir. Et il ne suffit pas d'être le premier, il suffit aussi, et c'est ça le plus important, d'embarquer à la fois l'interne et l'externe là-dessus. La marketplace, en fait, est une continuité et une rupture à la fois. Une continuité pour nos clients. Ils ont appris à commander en ligne nos produits. Donc, et ça les arrange bien parce qu'ils sont en horaire décalé. Ils manquent de temps. Et nos commerciaux, notre télévente et notre service client ne peut pas être disponible 24 heures sur 24. Donc, clairement, pour eux, ça les arrange librement, que ce soit sur leur mobile ou sur leur PC ou leur Mac, de pouvoir commander les produits récurrents qui sont essentiels. Un boulanger sans la farine, il ne travaille pas. Et ça, c'est pour ça qu'on a cette relation aussi très proche. Donc ça, depuis 2019, ça a permis en fait de travailler on va dire cette courbe d'adoption. Le deuxième point, la marketplace, pour aller plus loin, ça permet c'est notre métier,
on porte des conseils. On a des recettes, des conseils sur le métier, mais surtout, quand ils ont un problème, ils se font, par exemple, cambrioler, ils appellent qui? Ils appellent Grand Moulin de Paris, le commercial. C'est-à-dire qu'on est là à côté d'eux, de façon au quotidien, pour leur proposer des solutions. Et on s'est dit, autant proposer en ligne ce qu'on propose depuis des années, des dizaines d'années, c'est-à-dire une sélection des meilleurs produits sur tout leur cœur d'activité. Le matériel, les boissons chaudes, les boissons froides, l'emballage, etc. Et évidemment, c'est plus simple pour nous de lancer une marketplace après avoir fait le premier travail en e-commerce que lancer une marketplace from scratch. Parce que c'est sur le même compte. Et on a mis 5 ans pour installer cette prise de commande digitale. Et effectivement, il faut être résilient pendant 5 ans, parce qu'il y a un effet plateau. Le second avantage, il est clé, c'est que, comme je le disais, pour embarquer tout le monde, il faut qu'on garde notre ADN de tradition, mais de modernité. Grand Moulin de Paris ne serait pas là s'ils n'avaient pas fait des ruptures en termes d'innovation. On ne vit pas 100 ans comme ça. Surtout dans un métier qui est bousculé. Ça, c'est important. Et nos artisans boulangers ont besoin d'être accompagnés. Le deuxième point, il est très business model, c'est qu'on se projette vers une rémunération basée sur le service. Et ça, c'est important. Le service, c'est d'autres marges, c'est d'autres moyens de gagner de l'argent, et c'est l'intermédiation. Et la marketplace, on trouve un nouveau métier, et c'est le premier enjeu. Le premier enjeu, c'est on devient courtier. Juridiquement, on devient courtier. On devient prestataire de solutions. Et on devient hébergeur de contenu. Ces 3 éléments réglementaires, parce que c'est dans nos statuts, font que le métier est à part. On fait appel à des partenaires technologiques. Alors nous, clairement, on est sur la fidélité aussi. C'est très très important avec notre intégrateur. Donc on travaille avec Equino, du groupe Havas. Et concrètement, on travaille également avec un éditeur marketplace et un nouvel éditeur qui est très difficile à intégrer pour notre service finance. C'est une solution PSP de paiement, parce que les flux sont réglementés. Et ça aussi, c'est un enjeu de transformation. Et l'autre point, ce qui est important, c'est qu'on a 2 clients maintenant. On a les acheteurs et les vendeurs, ce qu'on appelle, nous, les marchands partenaires. On aime bien le mot marchand, ça fait moins vendeur. Et puis les vendeurs chez nous, c'est les commerciaux. Donc on veut différencier. Et c'est là, on a 2 clients, il faut les attirer. Il faut qu'ils nous proposent les meilleurs produits aux meilleurs tarifs. Parce que la concurrence, elle est là. En fait, on est sur une innovation disruptive. Et quand je dis ça, c'est clairement, on essaie de créer un nouvel usage, un nouveau réflexe. Et à partir de là, quand on a des actionnaires et des dirigeants, et qu'on est dans un métier, on va dire, où on est des centimiers, c'est important, comme nos clients d'ailleurs, c'est important de comprendre que la courbe d'adoption, la courbe de diffusion d'une innovation, elle doit être déjà le préalable avant de construire un plan de croissance. Je crois que c'est dans une des slides après, mais ce qui est important, c'est ça, c'est qu'on ne crée pas une innovation disruptive pour une courbe de croissance comme ça. Ça n'existe pas. Concrètement, on est, comme dans l'e-commerce, dans la même courbe. C'est-à-dire que pour montrer à nos propriétaires et nos dirigeants, on a l'expérience de l'e-commerce, on suit exactement la même courbe. On a mis 2 ans. Là, on est à 18 mois. On commence à avoir des signaux très importants. Quand je dis ça, en e-commerce, on est à 40%, plus de 40% du chiffre d'affaires qui passe par le canal e-commerce. Il y a 2 ans, on était à 20. Pourquoi ? Ça, je pense que la conduite du changement joue beaucoup. Et cette courbe d'adoption, en fait, pour moi, c'est un révélateur, c'est un repère qui permet de se dire, si on lance une innovation, il faut laisser le temps d'installer. Et installer, c'est de passer des actions à chaque étape. Bon, dans ce que tu dis, on sent bien le sujet de transformation et on va y revenir après. Il y a ce sujet de transformation
technologiques, donc les outils. Il y a le sujet de transformation des compétences, parce qu'en fait, lancer une marketplace, c'est un nouveau business qui répond à de nouvelles compétences, de nouvelles organisations aussi. Et avant tout, il y a quelque chose dans ce qui était dit qui est fondamental, et d'ailleurs qui est un point clé dans ces aspects de transformation vers le commerce, c'est la relation entre l'humain et le digital. Et en fait, quand on a discuté, c'est un point qui m'a assez marqué, c'est le commercial chez Grand Moulin de Paris, c'est un peu l'équivalent du notaire de famille ou du médecin de famille. En fait, il est proche du boulanger. Et en fait, il y a cette notion de le commercial augmenté au digital. Et donc, en fait, c'est fondamental ce sujet vraiment d'humain, humain, technologie, humain, digital. Peut-être sur ce sujet, typiquement, côté Sonepar, quelle est votre vision? Quels sont les éléments que vous avez mis en place, Olivier? Déjà, par rapport aux grands chiffres dont on a parlé depuis tout à l'heure, qu'en est-il chez Sonepar? Une fin d'année, c'est toujours le meilleur moment pour réfléchir aux objectifs que vous allez donner aux équipes pour l'année qui va démarrer. Et récemment, je suis tombé sur l'objectif 2012 du patron des ventes digitales chez Sonepar en France, c'était 5%. L'année prochaine, on va franchir la barre des 50%. Voilà. Donc il reste du chemin à faire, mais la progression est effectivement continue, soutenue. On n'en est plus effectivement c'est plus un Far West. Moi, quand je suis arrivé il y a une dizaine d'années dans cette industrie, les commerciaux avaient encore peur que le canal digital leur enlève une partie de leur métier. Aujourd'hui, c'est plus le cas, et au contraire, c'est les équipes en interne qui nous poussent à développer plus de fonctionnalités. Ce qu'on peut dire d'une façon générale, c'est que, en tout cas chez nous, le canal digital, il nous force à être plus commerçants. Parce qu'effectivement, le site e-commerce, l'appli mobile et les autres solutions, je crois qu'on y reviendra tout à l'heure, Louis, forcent nos commerciaux à aller sur d'autres territoires. On les sollicite moins pour communiquer un délai d'approvisionnement d'un produit. On les sollicite moins pour discuter le prix, puisque le prix est déjà dans la machine. On les sollicite moins pour organiser l'approvisionnement d'un point A à un point B. Et donc, dans le même temps, que ce soit pour les commerciaux au comptoir, au téléphone, sur la route, ça les force à aller sur d'autres territoires, qui sont le territoire du service, on en parlait tout à l'heure. Et c'est une chose de savoir renseigner un client sur un produit, une référence et un délai. C'est autre chose de savoir expliquer comment financer un projet, comment dimensionner une étude d'éclairage, comment connecter un panneau photovoltaïque au tableau qui est à l'intérieur de la maison ou de l'entreprise. Premier sujet, un besoin donc de formation technique. Et deuxièmement, et c'est ce qui est le plus intéressant pour nous en ce moment, un besoin véritable de formation commerciale. Nos équipes deviennent, au sens strict du terme, des commerçants. Ils stimulent le client, ils lui vendent des choses. Pendant des années, on a plutôt répondu à la demande du client. C'était déjà bien, il fallait bien le faire, c'était pas évident. Mais aujourd'hui, et petit à petit, parce que ces transformations-là, elles ne se font pas en quelques jours ou quelques mois, on les forme pour devenir plus proactifs et pour devenir des commerçants. Et je terminerai par une petite anecdote. On est en train de regrouper nos commerciaux dits sédentaires. Le terme n'est pas terrible, mais dans ce métier, on a toujours dit comme ça. J'espère qu'on changera de dénomination. On les regroupe, on a à peu près 400 agences en France, on les regroupe sur une cinquantaine de pôles commerciaux pour que ces pôles soient plus puissants, plus étoffés et qu'on réponde sur de meilleures amplitudes horaires aux clients. Et par la même occasion, on a commencé à demander à nos commerciaux sédentaires de relancer les devis, de passer des appels proactifs. Et au moment où on a lancé ça, je me rappelle très bien des commerciaux qui venaient me voir en me disant « Mais Olivier, ce que tu nous demandes, c'est difficile. » Pourquoi c'est difficile ? Parce que d'habitude, le client nous appelle, il a une demande, on lui répond, il nous dit « Merci ». C'est pour ça qu'on aime notre métier, on est content de rentrer le soir parce qu'on rend service. Aujourd'hui, on doit appeler le client, on le dérange, je cite, on le dérange. Il n'attendait pas notre appel. Ah, et alors comment ça se passe? Alors parfois ça marche. Ah, c'est bien, ça marche. Mais oui, mais là il y a un autre problème, Olivier. Ah bon? Alors le client nous dit, ok, je te passe la commande, mais je te la passe si tu me fais 2% de mieux.
Ah, et alors là, qu'est-ce que vous faites? On ne sait pas. Voilà, bon, vous voyez, ça tire plein de fils qui sont intéressants, mais qui forcent nos entreprises, qui sont des entreprises anciennes à notre échelle de distributeurs, à être beaucoup plus commerçants et surtout à former nos équipes. Et Fabrice, peut-être pour compléter, sur ce sujet justement humain, digital chez vous, quels sont les principaux enjeux? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est une relation entre un meunier et un artisan boulanger. C'est une relation intime. Quand je fais des tournées, je ne reste pas 10 minutes ou 20 minutes. Parfois, je reste 2 heures. Est-ce qu'on parle vraiment de vente de produits, de services? On parle de tout, de leur quotidien, de leur vie, parfois personnelle, où j'ai fait une visite après un cambriolage. Donc là, évidemment, on est avec eux. C'est obligatoire. Et c'est ça, en fait. La clé, c'est la relation. Et pour embarquer la relation, pour embarquer, en fait, pour pas opposer le digital, parce qu'en fait, ça sert strictement à rien, d'opposer le digital et l'humain, et d'ailleurs même pour l'intelligence artificielle, etc., pour tout dans la transformation, l'enjeu, c'est d'expliquer, d'avoir un discours de vérité aussi en interne. C'est qu'on a fait des actions de communication, on a été auprès de nos directions régionales en leur disant pourquoi on veut le faire. Et on a été parfois dans des arguments en disant est-ce que vous préférez que les concurrents le fassent? Est-ce que vous préférez qu'on arrête d'être ce qu'on était depuis 100 ans? C'est-à-dire de toujours innover, prendre des risques, d'entreprendre. Et ça, c'est hyper important. C'est de continuer à expliquer, donner du sens en disant si ce n'est pas nous, quelqu'un va le faire. Et autant que ça soit le meunier qui le fasse, qui est légitime, pour parler aux artisans boulangers, qui est un pure player. Concrètement, nous, on a créé cette marketplace, elle est verticale, elle est destinée aux artisans boulangers, avec vraiment un écosystème très, très vertical. On ne veut pas parler aux autres cibles, même s'il y en a qui achètent, en fait, mais ce n'est pas notre ambition. Et pour cela, il faut expliquer, former, aller sur le terrain, parce que le siège, les équipes e-business ou d'autres doivent être confrontés à cette courbe d'adoption pour comprendre. Et ça ne marche que si, évidemment, le parcours est hyper simplifié. Donc pour nous, c'est un préalable. C'est-à-dire que l'expérience client doit être créatrice de valeur ajoutée. C'est-à-dire gagner du temps, faire simple. De penser que le boulanger, il doit faire ça. Une autre cible a peut-être besoin d'autre chose. Mais le boulanger a besoin d'une commande rapide, en 2-3 clics, pour commander de la récurrence. Ça, c'est le contrat de base. On fait des démos à chaque actualité. On réunit nos commerciaux, le service et les ventes, le service client, et on leur explique à chaque fois ce qu'on est en train de faire. On remonte, évidemment. Toutes les remontées sont évidemment à prendre, donc on a des sessions. Donc évidemment, c'est quand ils ne disent rien que c'est inquiétant, c'est quand ils remontent les problèmes qui commencent à s'impliquer. C'est ça l'enjeu de la conduite du changement. Et ils commencent à prendre le chemin que c'est leur outil. Dans l'équipe e-business, il y a 2 mois, on a fait venir quelqu'un du service commercial, il était une conseillère des points de vente, et qui est en train d'avoir des premiers résultats. Et je l'avais repéré concrètement dans cette réunion un peu de vérité. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça ne marche pas? Etc. Et ça, c'est important. C'est de faire en sorte d'hybrider les équipes et que ça ne soit pas le digital d'un côté, le commerce de l'autre, le terrain, le siège. C'est de se dire quelle est notre mission? C'est de simplifier la vie de nos clients, de nos boulangers. Donc des mots, communication, hybridation des métiers. Et donc on sent bien dans cette transformation, il y a mêler l'humain et la technologie. Après, si on passe à un autre enjeu, cette révolution, cette transformation e-commerce, elle amène également d'autres enjeux, comme des enjeux de RSE, des enjeux d'optimisation de la logistique. Côté Amazon Business, Mélissa, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu de ces enjeux-là ? Oui,
Oui, bien sûr. Alors, j'ai beaucoup entendu le mot simplification et c'est vrai que je pense que c'est vraiment un élément important quand on parle de digitalisation des achats. Aujourd'hui, on avait commandité une étude en début d'année auprès de plus de 3000 décideurs achats. Et en fait, pour 95% d'entre eux, une des priorités de l'année, c'est d'optimiser leur manière de fonctionner. Parce qu'en fait, aujourd'hui, les directeurs achats, ils sont soumis à des injonctions un peu contradictoires. Ils ont toujours la même injonction qui est faut quand même que j'optimise mes coûts, en fait. Mais derrière, il faut aussi que ma politique achat, elle reflète la stratégie RSE de mon entreprise. Il faut aussi que j'apporte des innovations et que je contribue à faire évoluer mon entreprise. Donc comment est-ce que je fais ça alors même que j'ai une multiplicité d'achats à gérer et que parfois acheter plus responsable, c'est pas forcément lié avec une tarification et des objectifs de coût voilà. Donc notre vision chez Amazon Business, c'est comment on aide nos clients avec les services qu'on peut leur mettre à disposition, comment on les aide à répondre à ces deux injonctions, à la fois une question de tarification et à la fois une question d'impact sociétal et de politique d'entreprise importante. Et pour ça, et on l'a aussi beaucoup mentionné, c'est vraiment une question de service. C'est donc se dire, OK, comment dans un catalogue avec plus de 350 millions de produits, comment je peux avoir accès facilement, et mes utilisateurs ont facilement accès à la sélection qui est certifiée plus durable. On a 250 000 produits certifiés plus durables. Comment je la rends visible? Et côté vendeur, c'est comment on accompagne nos vendeurs pour arriver à faire certifier leurs produits quand ils ont des innovations qui sont des innovations qui sont bénéfiques pour l'environnement, pour la société. Comment on fait aussi pour aider nos clients qui ont envie d'acheter, par exemple, de manière plus locale, à sélectionner les produits et à mettre en avant les produits qui sont vendus par des vendeurs locaux ou par des PME ou des TPE quand on a ce type de politique. Donc pour moi, on est vraiment dans une logique de service dans l'expérience utilisateur et de simplification. Et enfin, parce que c'est quand même un élément extrêmement important aussi pour nos clients, c'est comment je rends compte et comment je mets en avant tous ces efforts et toute ce changement dans la politique de mes achats. Donc, bien sûr, je vais avoir une notion de quelles sont les économies que j'ai effectuées, mais aussi quelle est la part de mes achats que j'ai fait de manière plus responsable, quelle est la part des achats que je peux avoir fait de manière plus locale. Et ça fait partie aussi des services que nous, on propose et on insiste beaucoup sur la partie reporting. C'est comment on facilite aussi le travail de nos clients pour que effectivement, ils puissent se concentrer sur des choses à plus de valeur ajoutée et passer du temps sur des sujets très stratégiques plutôt que d'avoir du mal à avoir ces informations. Et donc, comment on les accompagne sur ce sujet? Et on l'évoquait juste avant, cet enjeu de RSE est clé. Et je pense que chez Raja, clairement, il est important. Peut-être Nathalie, est-ce que c'est possible de nous expliquer finalement comment cet enjeu-là vous l'avez pris et comment le canal e-commerce aussi est un vrai levier pour l'adresser? Alors effectivement, il est d'autant plus clé qu'on vend de l'emballage. Et donc c'est forcément un enjeu important. Et donc Raja, c'est ça qui est assez drôle dans l'histoire, c'était au départ carton Raja et l'accroche c'était carton neuf et de réemploi. Et effectivement, on est aujourd'hui dans le sujet du réemploi et de la réutilisation. Et du coup, l'innovation, on le dit, mais c'est le cas quand même de toutes nos sociétés. Et pourtant, quand on vend du carton, on pourrait se dire qu'est-ce que l'innovation a à faire là-dedans en termes de digital ou d'IA. Mais en fait, vendre un carton, c'est pas simple. Effectivement. Et du coup, aujourd'hui, sur l'enjeu, c'est l'innovation produit, effectivement, qui est essentielle pour nous. Et on le disait avant de démarrer ces interventions, on a des clients qui, du jour au lendemain, il y a 3, 4, 5 ans, qui nous disent nous, on veut plus de plastique et on veut du papier. Et en fait, le marché de fabricants n'est pas forcément prêt, du jour au lendemain, à arrêter à fabriquer du plastique ou en tous les cas avoir des alternatives écologiques ou éco-responsables. Néanmoins, le marché s'est beaucoup amélioré et on travaille aussi beaucoup en partenariat avec nos fournisseurs. Et aujourd'hui, on a des vraies alternatives au plastique
avec du film étirable qui est en papier, avec du cerclage qui est en papier, avec du calage plastique ou bulle qui est du calage papier, et aussi avec des produits d'emballage, des pochettes par exemple. On a une pochette qui s'appelle Resip et Amazon est aussi en pilote sur ce projet où on va être sur de la consigne de la pochette. C'est-à-dire que le client final va rapporter sa pochette à la poste ou dans une boîte aux lettres. Le produit va être nettoyé et va nous être redonné pour le remettre dans le circuit. Donc aujourd'hui, on a des vrais, mais c'est aussi des vraies transformations de nos propres utilisateurs et acheteurs. J'évoque souvent l'exemple du scotch plastique ou de l'adhésif plastique qui aujourd'hui est remplacé depuis plusieurs années déjà par un adhésif papier. Mais il y a beaucoup en fait de freins à ça, parce qu'on se dit mais l'adhésif papier il va pas coller comme mon adhésif plastique forcément. Et bien si, il colle tout aussi bien et en plus il est écolo. Et comment on le met dans le digital et qu'est-ce que le digital vient faire là? Et bien en fait on pousse sur nos sites quand via le moteur de recherche, via la recoproduit, via notre assistant conversationnel, c'est ces produits qu'on va pousser en fait en premier pour que l'utilisateur puisse changer aussi son comportement. Et je pense qu'avec vous quatre, là, on vient d'avoir déjà un bon aperçu d'enjeux qui sont clés. On a évoqué le sujet de marketplace, on a évoqué le sujet de développement de portail B2B, en passant par finalement les enjeux de l'humain, les enjeux de la RSE. Il y a un autre enjeu vers lequel j'aimerais qu'on aille, parce qu'il est clé celui-là, et quand on parle de e-commerce, c'est quand même l'un des piliers, c'est l'enjeu technique. L'enjeu technique de solutions de paiement, de solutions pour améliorer la logistique, de solutions pour proposer des services qui permettent un cycle de vente fluide pour vos clients. Peut-être pour commencer, Olivier, chez Sonepar, ce sujet, vous l'avez pris par quel prisme et quels ont été les défis techniques auxquels vous avez fait face? Je te préviens, je ne suis pas un expert technique, hein, Louis, j'emploierai des mots simples. Peut-être, d'une façon générale, on parle du canal digital, mais en fait, il y a des canaux digitaux, on peut les segmenter de façon très simple. On a tout ce qui est de l'ordre du prêt-à-porter, donc c'est des outils pour le plus grand nombre, ça va être essentiellement le site e-commerce et c'est l'application mobile. Même si maintenant on arrive, quand le client se logue, et compte tenu de son profil, si on a fait le job en matière de qualification du client, on arrive à offrir des parcours un petit peu différenciés. Et là, il y a un petit peu de technique. L'enjeu qui nous attend et sur lequel on doit le plus progresser, c'est la réponse à nos clients qui sont d'une certaine taille et qui commencent à être un petit peu structurés. Chez Sonepar, on a des petits clients, on a des grands clients. Ça va de l'artisan qui travaille tout seul, qui vient chez vous et moi poser une prise ou un tableau, jusqu'à la très grande société d'installation nationale, voire internationale. Pour ces gens-là, le site e-commerce ou l'application mobile, ce n'est pas ce qui leur convient. Ils veulent des solutions qui sont intégrées à leur système de gestion, à leurs ERP. Et vous le savez bien, l'ERP, c'est très bien pour faire plein de choses, mais ce n'est pas trop réputé pour sa souplesse, hein, en général. Donc ce sujet-là, il est difficile, il est technique, parce qu'on ne peut pas apporter une solution prête à porter pour beaucoup de clients, et il faut faire de la demi-mesure ou du sur-mesure. Et donc là, il y a d'autres enjeux qui nous attendent. Le premier, c'est déjà de recenser quelles sont les solutions qui sont utilisées par nos clients. Il y a quand même beaucoup d'offres sur le marché, on ne va pas les citer ici, mais donc on essaie de regrouper les clients qui utilisent certaines offres leaders du marché, en tout cas qui nous permettent d'être efficaces dans la conception et la production de solutions. Donc, et ça, il faut envoyer nos commerciaux pour s'enquérir des réflexes et des usages de nos clients. Et puis après, l'enjeu également, c'est d'apprendre notre DSI, les équipes IT de l'entreprise, pas uniquement à travailler pour les besoins internes de Sonepar, mais pour se mettre en connexion avec les équipes DSI du client. Et donc ça veut dire que vous devez planifier ce travail dans l'année,
vous devez déterminer des objectifs communs avec vos collègues de la direction des systèmes d'information, et vous devez travailler main dans la main avec les clients pour que ces solutions se connectent pour l'aspect stock, pour l'aspect comptabilité, pour l'aspect gestion. Donc on est plutôt lancé, mais c'est un travail qui ne se termine jamais parce que le sur-mesure, ça nécessite de s'adapter sans cesse aux conditions de jeu qui sont changeantes, et c'est passionnant. Et merci pour ce partage. Et Mélissa, peut-être, en fait, côté Amazon, vu l'immensité du nombre de sellers que vous avez sur la plateforme et la diversité du catalogue produit, je suppose que le défi technique, il est immense. Est-ce que c'est possible de nous en préciser quelques éléments? Effectivement, pour moi, il y a deux aspects. Il y a effectivement l'aspect vendeur, mais il y a aussi l'aspect client. Et comme disait Olivier, nous, sur l'intégration technique, quand il s'agit de travailler avec nos clients, l'idée, c'est d'avoir une solution qui est tellement flexible qu'elle s'adapte à n'importe quelle taille de client. Quand on parle effectivement des très grands comptes avec des ERP effectivement plus flexible. L'idée, c'est d'avoir, notre angle, c'est de se dire, on a créé un réseau de partenariat avec tous ces grands ERP pour faire en sorte que les flux techniques s'intègrent relativement simplement et facilement et soient faits en amont. Et enfin, aussi de se dire, nos clients, comme notre objectif, c'est vraiment de leur faire gagner du temps, ils ont besoin d'avoir des ressources chez nous qui sont gratuites pour les aider à faire cette intégration. Donc on a en fait des équipes qui sont dédiées dès qu'on a un lancement de gros projets de ce type et qui ont une grande connaissance technique et un lien très fort avec les différents ERP disponibles pour mettre en place ces intégrations. Et du coup, ça permet en général de réduire assez fortement le temps d'intégration dans l'écosystème de nos clients. Après, il y a aussi un point qui est important, c'est la flexibilité. C'est typiquement, je vais vous donner un exemple, on travaille avec un très grand groupe dans le secteur du bâtiment, qui du coup a un ERP pour commander sur toute la partie siège, leurs différents entités de production, mais aussi ont besoin d'avoir de la flexibilité, notamment quand on doit livrer sur des bases vies, donc les endroits où à l'entrée des chantiers, etc. Et là, il n'y a pas l'ERP qui est forcément disponible. Donc c'est comment on peut quand même avoir accès typiquement à Amazon Business via son application et son mobile, et avoir cette agilité entre l'ERP dans lequel il y a le catalogue Amazon Business, mais c'est aussi l'accès direct pour les utilisateurs qui sont sur le terrain typiquement, ou même, et ça marche pour n'importe quel réseau de boutique aussi, par exemple. Ça, c'est la première partie. Sur la première partie, c'est l'heure que vous mentionniez. L'idée, c'est aussi ça, c'est comment l'expérience client, elle est aussi simple pour eux qu'elle l'est pour le client B2B. Et on met du coup à disposition beaucoup d'outils de simplification et d'ingestion rapide du catalogue du client sur Amazon et Amazon Business. Et après, quels sont les outils qu'on donne aussi à disposition pour simplifier la tarification, pour effectivement avoir une politique tarifaire qui peut varier en fonction des typologies de clients, répondre à des cotations ou à des demandes de devis en moins de 24 heures, on mentionnait, parce qu'effectivement, il y a cette notion de rapidité et d'agilité. Donc, les flux techniques sont complexes, mais l'idée, c'est de les simplifier avec nous du service. C'est là où nous, on apporte le service des équipes dédiées ou la sursimplification dans l'intégration des catalogues. Comme on le disait, en fait, l'enjeu technique, il est un peu sans fin. C'est ce que disait Olivier. Il y a sans cesse de nouveaux services, il y a sans cesse de nouveaux outils à intégrer pour répondre aux besoins des clients. Il y a un autre enjeu qui est sans fin. Et je pense que, typiquement, Nathalie, ça fait 25 ans que vous avez lancé l'activité e-commerce. Je pense que vous avez testé pas mal de choses. C'est l'enjeu de l'organisation. C'est-à-dire, quelle organisation je mets en place pour gérer ce canal e-commerce. Et donc, chez Raja, quels sont les défis? Qu'est-ce que vous avez fait? En fait, effectivement, dans ces 25 ans, il y a des cycles sur la maturité du digital dans les entreprises et chez nous. En fait, on a fait un grand bond en avant, c'est en 2018, et c'est là qu'on a mis en place ce qui s'appelle toujours aujourd'hui notre Digital Factory, où on a intégré vraiment des compétences et des métiers qu'on n'avait pas dans l'équipe, et qui vont tous ces acronymes barbares entre UX, CRO, Scrum Master et je ne sais quoi. Donc vraiment des métiers qui se sont intégrés dans cette organisation
Et là où on a industrialisé tous nos développements avec des équipes, ce qu'on appelle nos squads chez nous, qui l'une va gérer tout ce qui est la partie compte client, l'autre tout ce qui va être tunnel d'achat. Effectivement, du coup, on a compartimenté en méthode agile. Donc, on a aussi, bien évidemment, changé notre méthode. Et ce qu'il faut dire surtout, c'est que le digital chez Raja n'a jamais été à l'IT. C'est-à-dire qu'en fait, on avait une vision commerciale du digital. Et donc, le digital a toujours été intégré au marketing. Et l'IT, fournisseur en fait du digital. Et l'IT ne répondait jamais assez vite aussi aux besoins du digital, d'où en fait cette concentration dans cette Digital Factory de métiers et de compétences pointues. Sauf qu'à un moment donné, ça a ses limites parce qu'on a quand même besoin de l'IT. Et je ne l'ai pas dit au début, en fait, effectivement, j'ai géré depuis effectivement toutes ces années le marketing et le digital. Et il y a 2 ans, ma boss me dit écoute, tu vas prendre l'IT. Et là, je dis non, pas possible, je n'y connais pas grand-chose. Elle me dit mais tu râles depuis tellement longtemps contre l'IT, parce que ça ne va pas assez vite, parce que c'est effectivement technique et pas commercial. Et donc là, j'ai pas eu trop le choix de dire oui, finalement. Et en fait, ça a la vertu aujourd'hui d'être complètement transversal et lié, c'est-à-dire qu'il y a des relations digitales, IT, qui sont très fortes et qui sont surtout alignées avec les besoins métiers. Et c'est ça, en fait, qui est très vertueux dans cette organisation. C'était cet alignement de tous. Et tout à l'heure, vous évoquiez effectivement le fait que ces besoins clients, comment ils remontent, comment ils arrivent. Et nous, en fait, il n'y a pas de sujet. C'est vraiment le commerce qui remonte les besoins clients avant tout. Et donc, on a des comités mensuels, des comités des CX, avec la voix du client. J'avais été impressionnée dans une conférence comme celle-ci il y a plusieurs années. Je crois que c'est chez Leroy Merlin, il y avait une dame qui était la voix du client. Et en fait, à partir de ce moment-là, je me suis dit qu'il fallait qu'on crée en fait cette voix du client. Et c'est cette voix du client qui pilote, je vais dire, toutes les remontées et les besoins des clients et qui les intègre dans la Digital Factory. Et on a un tribunal d'arbitrage des priorités à mettre en place et on le partage en fait tous ensemble. Et on le partage aussi avec nos filiales partout dans le groupe. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur du top-down, c'est effectivement chacun sur son marché dans ses pays qui remonte à ce comité les besoins et les attentes de l'utilisateur. Et en fait, on est vraiment au plus proche des besoins des clients par ce système en fait de communication et de transversalité. Voilà, je crois que c'est tout ce que je peux Hyper dire. intéressant, le client vraiment au centre. Je pense que c'est le style d'organisation que je pense beaucoup souhaitent mettre en place, mais il y a quand même un pas dans le change qui est assez important à franchir. Je pense que typiquement, Fabrice, vous y êtes aussi à ce moment-là. Et encore plus par rapport au sujet marketplace, quand on parlait d'organisation, de skills, de compétences, quels ont été les défis côté Grand Moulin de Paris, et peut-être plus précisément sur une question que beaucoup se posent en lançant une marketplace, qui est de se dire, est-ce que je le fais au sein de l'entreprise ou est-ce que je crée un peu une entreprise à côté de mon entreprise, et qui est un vrai débat quand on lance ce type de sujet. Alors, pour répondre spécifiquement sur le dernier point, je pense qu'il faut aller là où est le client. Et qu'est-ce qui fait la relation client? C'est le commerce chez nous, les commerciaux, la télévente, le service client. Si on met une marketplace dans un autre coin, on n'arrivera pas à créer ce lien, à se mettre, on aura le digital d'un côté, l'humain de l'autre, et tout le monde sera perdant. Et donc, concrètement, la marketplace, en fait, elle est partout. C'est un enjeu de transformation. C'est ça l'élément fondateur. Ce n'est pas un sujet tech, ce n'est pas un sujet digital, c'est un sujet de transformation. Le sponsoring, c'est le DG. C'est le directeur général, c'est son projet. Donc, concrètement, et moi je pense honnêtement par conviction, c'est qu'une transformation, elle est pilotée par la direction générale et par les propriétaires. C'est le cas de Vivesia, qui est un sponsor très constructif, qui investit dans ce projet-là, fortement.
et qui regarde justement, et qui nous conseille, et qui nous guide, et qui accepte la courbe d'adoption. Et ça, c'est important d'être dans cette phase de... On parle beaucoup d'accélération, on parle beaucoup de choses, il faut faire vite. Mais non, il faut que les clients adoptent. Et il faut que l'interne adopte aussi. Et ça ne se fait pas comme ça. Sinon, au bout d'un an, on va fermer. Sauf que dans la courbe d'adoption, ça serait dommage. Parce qu'en e-commerce, on aurait dû fermer au bout de 2 ans. Là, on est à 40%. Donc ça, c'est important. C'est le sponsoring. Le deuxième point, c'est la DSI. J'ai travaillé dans mes expériences avec différents types de DSI. La seule qui fonctionne, c'est le business partner. Quand je dis ça, c'est que la préoccupation, c'est qu'il soit collé au terrain. Chez Allopneu, moi j'étais CDO d'Allopneu avec la famille Blaise et le groupe Michelin, donc ils étaient tous les deux actionnaires. L'enjeu, c'est que nos développeurs, ils étaient internes, on les a mis avec les commerciaux, avec l'équipe commerce, et on a créé, par l'agilité, par l'installation, des comités produits, des squads, comme chez Raja, qui permet justement de surtout pas segmenter, parce que les développeurs, surtout chez un pure player, ça permet justement de trouver des idées, des fonctionnalités, ceux qui ont la main, ceux qui ont le code, concrètement. Et si je reviens chez Grand Moulin de Paris, donc je parlais d'hybridation, il ne faut surtout pas avoir une équipe digitale, une équipe commerce, il faut hybrider. Donc c'est pas simple. C'est pour ça que c'est, on va dire, piloter un coup au marketing, un coup au commerce, mais en fait c'est piloté par la boîte et par le DG. Nos copines, nos décisions, c'est le comité de direction. Et les différentes parties prenantes qui prennent en toute transparence en disant ça, ce choix-là, on ne le fait pas parce que justement ça va devenir un spécifique et on va tendre la solution là-dessus. Parce que la problématique des tech ou IT, c'est de tendre les solutions pour la dénaturer. Et quand l'éditeur fait des évolutions, on se retrouve encore à développer et encore à faire beaucoup de maintenance. Donc l'enjeu, c'est de prendre le standard. Je pense qu'en agilité, on est souvent dans le time to market, à prendre ce qui est déjà fonctionne, et on prend un éditeur pour ce qu'il propose en standard. Si on commence, et ça c'est dur, ça c'est très dur de tenir ça, parce que tout le monde a ses besoins. Et là, il faut expliquer, encore donner du sens. Et ça, il faut le poids du directeur général. Pour dire, c'est comme ça qu'on avance, parce qu'on est sur un temps long. On est sur une roadmap qui est à court terme. Sur chacune des phases de la courbe, on a un plan d'action pour passer d'une phase à l'autre. À moyen terme, comment on adopte en fait les évolutions, l'intelligence artificielle, l'économie circulaire, être encore plus dans une plateforme service. Et ça, c'est important de conjuguer ces deux temporalités dans une roadmap. Et l'agilité a quand même des vertus. La première, c'est la transparence d'une équipe qui est multidisciplinaire. Et ça, il faut être gardien. Et c'est pour ça qu'il faut être dans, on va dire, dans des postes de transformation, il faut être gardien que cette équipe multidisciplinaire puisse avancer pour améliorer le produit. Parce que c'est qu'un produit. Et les fonctionnalités clés qui sont à l'intérieur de ce produit-là. Et l'enjeu, c'est d'impliquer les utilisateurs. Et c'est vrai que nous aussi, on a nos comités, donc des chefs de secteur, qui sont... Nous, on tourne avec ceux qui n'y arrivent pas. On ne tourne pas avec ceux qui y arrivent. On essaie de comprendre, dans le dur, ce qui ne va pas et non pas ce qui va. C'est plutôt notre pratique. On prend les pain points et on regarde sur le terrain avec les boulangers. On se met à côté d'eux. On essaye de comprendre. Et c'est une richesse pour pouvoir le remonter dans un backlog. Et puis après, il faut laisser les product managers et les product owners décider. Parce que les product owners, c'est comme un chef de projet, c'est le mot chef qui est important. C'est de dire, non, ça, Fabrice, tu veux trop vite. Ça, tu veux trop loin, etc. Et mon rôle, après, c'est de faire accepter ça à la direction. En fait, on est dans la conduite du changement avec des pratiques, l'agilité qui sont dures à mettre en place, mais qui amènent une certaine, on va dire, relation, surtout quand on travaille avec des développeurs externalisés, qui permettent d'impliquer aussi l'externe. Je pense que d'une entreprise qui est centenaire, elle a besoin de s'ouvrir avec des partenaires qui sont à la pointe de la technologie. Nous, on ne cherche pas à être le meilleur de l'IA, on cherche des partenaires qui sont les meilleurs de l'IA pour accélérer, ce qui est différent. Et après, on essaie de l'adopter de façon un peu éthique. Alors justement, on fait la transition parfaite. Il y a un dernier enjeu
qu'on aimerait évoquer, on arrive là sur la fin de ce temps d'échange, c'est bien sûr l'intelligence artificielle. Tout à l'heure, on l'évoquait avec, par exemple, un cas d'usage hyper concret qu'évoquait Nathalie, le sujet de la voice of consumer, la voix du client. Quand on a des milliers de commerciaux et 10 fois plus de clients, en fait, cette voix du client, elle arrive via différents canaux. Les retours du terrain, elle arrive via des ratings and reviews, des commentaires, beaucoup de choses qui arrivent via différents canaux. Et il y a un enjeu de synthèse, il y a un enjeu d'identifier ces pain points. Et typiquement, aujourd'hui, les technologies d'IA générative, chez pas mal de clients, et on le voit, permettent de synthétiser et de mettre en évidence quels sont les pain points des clients, des consommateurs. Et donc, c'est cet enjeu de l'IA qui vient aussi bouleverser finalement notre métier. Et peut-être pour commencer, Mélissa, sur ces enjeux d'IA, comment vous les voyez chez Amazon Business? Moi, j'adore ce sujet parce qu'il n'y a pas un rendez-vous client que je fais où on ne me pose pas la question « Bon, alors, en plus, vous êtes Amazon, alors franchement, qu'est-ce que vous avez pour nous ?» En fait, et juste en creusant le besoin, et d'ailleurs, dans l'étude que je mentionnais précédemment, dans cette étude, 98% des gens qu'on a interrogés, enfin des décideurs achats qu'on a interrogés, disaient vouloir investir dans l'intelligence artificielle pour optimiser. Mais en général, quand je creuse avec les clients, le point c'est qu'est-ce que ça veut dire optimiser? De quoi vous avez besoin? Et en fait, souvent, effectivement, c'est de se dire comment j'ai accès plus facilement à des recommandations sur ce que je dois acheter, sur ce que j'achète, pour améliorer, optimiser en fonction de différents critères. Donc, c'est quels sont les types de reporting dont j'ai besoin. Le prisme qu'on a chez Amazon et Amazon Business, c'est de se dire ces reportings, on les a. Mais si ce que vous mettez dans le reporting n'est pas de qualité, ce que vous allez recevoir ensuite, c'est pas de bonne qualité non plus. Donc l'investissement fondamental qu'on fait aujourd'hui chez Amazon, c'est comment on a un catalogue et des pages produits qui sont exhaustives, qui sont de qualité, qui permettent, pour celui qui achète, de savoir ce qu'il achète, exactement ce qu'il achète, et surtout dans le secteur du B2B, c'est comment on va plus loin dans la présentation des spécificités, des caractéristiques techniques, et pour celui qui vend, comment on facilite ça? Donc aujourd'hui, on a développé un certain nombre d'outils d'intelligence artificielle qui permettent de, en 2-3 clics, créer des pages produits qui soient exhaustives, de qualité et qui permettent d'augmenter les ventes sur les produits, et surtout qui permettent aux clients, à mes clients côté B2B, de savoir ce qu'ils achètent et ensuite d'avoir des reportings qui sont de qualité et donc de pouvoir optimiser. Mais le point, c'est formidable, mais on parlait aussi de l'humain, mais en fait, c'est les reportings, les recommandations, ensuite elles doivent être interprétées et ensuite, effectivement, c'est l'humain qui va pouvoir agir dessus. Mais le point fondamental, c'est vraiment investir beaucoup sur la qualité des données qui vont ensuite permettre d'optimiser. Merci, hyper intéressant. Et peut-être si on avait quelques cas concrets d'application, peut-être Olivier chez Sonepar, est-ce que justement l'IA, vous l'avez pratiqué? Est-ce qu'il y a des cas concrets que vous avez mis en place? Et est-ce qu'il y a des retours d'expérience à nous partager là-dessus? Ouais. Alors déjà, c'est pas de ta faute, Louis, mais je n'aime pas le terme IA. Voilà, c'est comme ça. On peut dire AI alors. Non, mais je trouve que l'être humain devrait quand même conserver jalousement cet avantage compétitif par rapport à la machine, mais on n'est pas là pour philosopher. Et puis ça fait quand même quelques décennies que la machine a battu Louis Kasparov sur une partie d'échecs. Donc on est quand même sur un sujet il faut le dire, de mode. Et c'est aussi parce que ce qui existe depuis des années pour des gens très sophistiqués, notamment des industriels, commence à être à notre portée de distributeurs. Pourquoi? Parce que des algorithmes et des solutions, là aussi un peu prêtes à porter, sont encapsulés dans les outils de grands éditeurs. Et on est, nous autres, je ne sais pas vous, mais très sollicités pour embarquer ces solutions. Je voulais quand même dire ça avant de répondre à ta question. Après, bien évidemment, c'est super intéressant. Quelles que soient les solutions qu'on peut embarquer, et j'y reviendrai, rien ne se fait sans une donnée de qualité. Et ça, c'est un enjeu quand vous avez beaucoup de clients et vous vendez beaucoup de produits. C'est un labeur au quotidien que de faire le tri, que de structurer la donnée. Et peu de gens nous aident pour faire ça, il faut le faire par nous-mêmes. S'il fallait citer quelques cas d'usage, plutôt pour l'interne, en tout cas chez Sonepar, il y a tous les cas d'usage qui sont de l'ordre de l'amélioration de l'efficacité. Clairement, quand on arrive à coupler des solutions d'IA
avec les solutions de reconnaissance des données qui sont écrites sur des PDF, vous arrivez à gagner beaucoup de temps, vous faites gagner beaucoup de temps aux commerciaux qui peuvent, là encore, se concentrer sur d'autres choses. Sur la recherche de produits, quand nos clients sont connectés au site e-commerce, il n'y a rien de pire que taper quelque chose dans le moteur de recherche et d'arriver à 0 résultat. Donc on essaie d'éviter ça, et les solutions, les algorithmes et l'IA nous aident justement, quel que soit le wording, les mots utilisés par nos clients, à trouver des mécanismes de reconnaissance, de correspondance pour apporter des solutions. Et puis, à mon sens, et on n'est pas très en avance par rapport à ça, mais on commence à y travailler. Notamment, on a la chance chez Sonepar d'avoir une Digital Factory aussi comme chez Raja qui travaille pour l'ensemble des pays du monde. Le vrai plus, à mon avis, de cette thématique, c'est de faciliter là aussi la vie du commercial. Moi, je rêve d'un système qui permet, avant chaque rendez-vous, d'avoir un pitch avec quelques points clés compte tenu de l'historique d'achat, de l'historique relationnel entre le client et nous, mais aider le commercial à savoir quelle thématique aborder, quoi dire lors du rendez-vous. C'est également un planning de visite qui pourrait se construire tout seul, un planning hebdomadaire, qui je vais voir, à quel moment, pour quelle raison. Et ça, c'est des sujets sur lesquels on est en train de travailler. Hyper intéressant, passionnant en effet. Moi aussi, je rêverais d'avoir cet outil pour me dire quelles sont les personnes que je dois aller rencontrer dans ma semaine. En tout cas, on a beaucoup de données sur ces sujets, mais in fine, en faire la synthèse et en sortir l'intelligence, parfois, est vraiment l'aspect le plus complexe. Nathalie, on va vous donner le mot de la fin justement sur ce sujet d'IA. Et alors, chez Raja, où vous en êtes ? Alors, chez Raja, en fait, on a vraiment intégré un programme en interne, vraiment de l'IA, et ça se fait par l'opportunité des rencontres. Il y a 1 an et demi, j'organise avec mon management une journée au vert, comme on dit, enfin un week-end, et je me dis quelle intervention je vais... Et donc, je fais intervenir un garçon, Samy, qui vient nous parler de l'IA générative. Et là, nous, on découvre quand même tout ce sujet, parce que même si l'IA est présente d'une certaine manière, mais l'IA générative, on est quand même sur d'autres dimensions. Et Samy, en fait, il nous explique le champ des possibles. Et là, en fait, je me suis dit, mais c'est vraiment chouette, parce qu'en fait, derrière cette IA qui fait peur... Et qui peut effectivement se demander qu'est-ce que notre humanité deviendra si on la prend autrement, et pas seulement sur l'enjeu de la productivité ou de l'efficacité, qui est effectivement un fait, puisque nous on l'a intégré sur la rédaction de fiches produits. En fait, on mettait une journée, maintenant on met 2 heures, des fiches techniques, enfin voilà, il y a tout un tas, des traductions, tout ça se fait en interne, donc on est sur la productivité. Mais ça laisse surtout du temps pour effectivement accorder plus de valeur ajoutée à des fonctions plutôt moins administratives que d'autres, et aussi en fait d'être inspirant. Enfin, quand on utilise en fait ces outils-là, ça intègre dans l'esprit de nos collaborateurs une autre dimension, une autre place. Et en fait, je trouve que ça, c'est formidable. Et pour nos clients, alors moi, en fait, ça faisait des années que je me disais, mais je voyais des clients nous approcher, et surtout des nouvelles startups en e-commerce. Et je veux créer mon activité, comment je fais pour emballer ça, et comment je fais pour emballer ça, qu'est-ce que vous me proposez ? Et donc, je me disais, mais il faudrait que j'ai un truc qui dise, voilà, c'est ça. Et donc, on a en fait créé Boxy, qui est notre assistant emballage ou agent conversationnel, comme on dit. Et la technique n'est pas arrivée jusqu'ici, on dirait, parce qu'avec l'affichage... Et donc, en fait, Boxy, aujourd'hui, vous irez voir sur notre site. Posez-lui en fait toutes les questions de ce que vous voulez emballer. Et alors il auto-apprend encore aujourd'hui. Mais c'est assez bluffant ce qu'il peut répondre. Mais il peut le faire que parce qu'il y a aussi de l'intelligence humaine qui s'est mise avec ça. C'est-à-dire que Boxy tout seul, il ne fait rien. Et c'est toute la connaissance produit qui a été mise par nos collaborateurs et qui vraiment se sont passionnés du sujet. Et donc aujourd'hui, le sujet de l'IA dans le groupe Raja, il est
complètement dédramatisé. Il n'est pas, en fait, c'est le truc absolument qu'on doit faire qui va le prendre. Mais non, en fait, il est vraiment là pour nous aider et pour apporter à nos clients une valeur supplémentaire dans l'offre de services et dans l'accompagnement qu'on a avec eux. Le sujet est passionnant, hein, vraiment. Je pense que ce sujet-là, on pourra en parler des heures et on continuera à en parler dans plein de tables rondes qu'on aura l'occasion de faire au cours des prochaines années. Merci à tous les quatre. On arrive à la fin de cette table ronde. Un grand merci. Est-ce que je peux dire deux mots parce que c'est sur la façon encore, excuse-moi, mais du coup, en faisant cette intervention, en la préparant, je me suis dit, mais et en fait, ça me conforte et ça me confirme dans l'idée, là, avec tout ce qui a été évoqué. Sur ces sujets techniques, c'est plus la façon dont on le fait. Et donc, c'est beaucoup... Et moi, je prends les 5 T, en fait. C'est mon truc, les 5 T. C'est beaucoup de travail, parce qu'effectivement, cette complexité dont on parle du monde et puis la situation économique fait que c'est de la transformation, parce qu'effectivement, on voit bien qu'il faut tous se transformer. C'est de la transversalité. C'est pour ça que je suis très attachée à l'alignement et l'organisation qui permet à tous de travailler ensemble. C'est la transparence. Il faut beaucoup communiquer, beaucoup expliquer. Et puis moi, mon dernier truc, c'est quand même la ténacité. C'est-à-dire que quand on est convaincu, il faut aller au bout de ses convictions, s'y tenir. Ça vient pas tout seul, ça n'est pas facile. Mais voilà, c'était juste ce que je voulais dire sur un peu la façon voilà, moi j'avais de voir notre travail. On retiendra ce 5T. Merci Nathalie. Merci à tous les quatre. Hyper intéressant vos retours. Merci.